l'antenne, peut-être aussi pour ceux qui regarderont l'enregistrement. Donc l'antenne, c'est un lieu à la paroisse luthérienne Saint-Guillaume à Strasbourg, qui a été fondée, du coup, l'antenne, pas la paroisse, en 2016. Et elle a pour mandat un petit peu d'accompagner, de créer des temps, des échanges, vraiment spécifiquement pour les personnes LGBTQIA+, surtout, mais après toutes les personnes qui voudraient graviter tout autour, les alliés, toutes les personnes qui sortent un peu de la norme chrétienne et qui se sentent exclues. Et donc aussi de célébrer des choses ensemble, des cultes, des prières, de faire aussi une veille, des informations sur l'inclusivité dans l'Église, tous ensemble. On a du coup des invités qui viennent nous parler, des théologiens aussi. Et aussi, on essaye du coup d'accompagner des communautés qui voudraient avoir plus d'inclusivité dans leur paroisse ou dans leurs églises, ou d'aider même des individus qui font leur transition et qui aimeraient rester dans leur paroisse, mais ça serait pas mal de causer un petit peu avec le pasteur parce que lui, la transition, il connaît pas ce que c'est. Donc là, on peut aussi venir et intervenir pour rencontrer des pasteurs, des curés qu'il faudrait aider un petit peu dans ce chemin-là. Voilà, donc c'est tout ce qu'on fait. On est très content de le faire. Et voilà, et donc aujourd'hui, on se retrouve avec Alexandra. Alors, je me suis noté quelques petites choses sur toi et peut-être que c'est n'importe quoi et qu'il faudra corriger, mais normalement, on m'a donné des informations qui doivent être justes. Alors, donc, Alexandra, tu es mariée avec Claire Marine, c'est ça le nom de ta femme? C'est ça, Et vous êtes rencontrés à David et Jonathan, c'est ça. qui est une association aussi de LGBTQIA+ chrétiens, dans mes Oui, souvenirs. c'est ça. Euh, Vous êtes toutes les deux de culture catholique, mais vous avez votre union qui a été bénie dans une paroisse luthérienne. Tout à Ça, fait. c'est aussi assez marrant. Et d'ailleurs, la photo de la bénédiction de votre mariage est sur un des panneaux de la Pride qu'on aura samedi. Donc, on a une photo de vous pour la Pride, Super. se promener à Strasbourg. Voilà. Donc, ça, c'est les informations que moi j'ai. Vous avez du coup des jumeaux ou des jumelles, je sais, Non, des jumeaux, deux garçons. jumeaux, deux garçons. Voilà. Qui ont 2 ans Euh, et demi. et vous les avez aussi fait baptiser. Donc voilà, c'est toutes les la vie chrétienne quand on est LGBT, voilà, c'est très vaste. Voilà, je te laisse la parole pour continuer à te présenter. Tu as une dizaine de minutes, c'est pas grave si tu dépasses. Voilà. Bah non, bah, tu as déjà dit pas mal de choses qui sont tout à fait justes, hein. Tu es très bien informée, Juliette. Donc effectivement, le parcours de notre famille, il remonte à 2011. C'est l'année où on s'est rencontrés avec donc Claire Marine au sein de l'association David et Jonathan. Voilà, bon, pour ma part, j'ai rejoint l'association quelques années avant parce que ben voilà, j'étais de tradition, tradition culturelle et de foi chrétienne et culturellement catholique. Et j'avais beaucoup de difficultés à assumer mon homosexualité. Ça s'est fait très tardivement, hein, à plus de 25 ans. Et ça a été, entre autres, grâce à l'association David et Jonathan, voilà, donc, qui est une association. Alors, je ne suis pas là pour faire la promo de l'association, pas du tout. Donc, c'est une association chrétienne, hein, donc, qui rassemble toutes les sensibilités chrétiennes, même s'il y a quand même on va dire une dominante catho. Et LGBT. Alors, je crois que le titre officiel actuellement de l'association, c'est encore Mouvement homosexuel chrétien, mais on œuvre au sein de l'association pour rajouter LGBT et peut-être QIA+, etc. Dans l'intitulé officiel. Mais bon, en tout cas, l'idée, c'est d'accueillir tout le spectre de la communauté. Et donc, moi, j'ai rejoint cette association vraiment parce que j'avais du mal à vivre mon homosexualité, à la concilier avec ma foi. Et ça m'a beaucoup aidée. De son côté, Claire Marine, elle a rejoint l'association en 2010, je crois, mais on n'y s'y est rencontré qu'en 2011 à l'occasion d'un week-end associatif, comme à l'époque, on pouvait en faire assez souvent. Et donc, on a commencé notre histoire. Et l'apothéose a été notre mariage en 2015. Donc,
Je fais une petite ellipse temporelle. Donc un mariage en 2015, donc 2 ans après la loi pour le mariage pour tous. Donc on s'est marié en juillet 2015 et 2 mois seulement après la décision de l'EPUF de bénir, de faire les bénédictions de célébration de mariage de couples de même sexe. Voilà, donc pourquoi les PUF? En fait, c'est vraiment une question de rencontre et de chemin personnel de chacune. Donc déjà, le chemin personnel de chacune, comme tu le disais en intro, on est toutes les deux de culture, tradition catholique, mais on a toutes les deux fait, chacune de notre côté, et puis ensuite ensemble, un chemin vers plus la foi protestante. On a rencontré voilà, des protestants, des pasteurs au sein de David et Jonathan, et on s'est sentis voilà, accueillis au sein de l'Église protestante. On a fait partie d'un groupe de prière qui se tient dans une église luthérienne, la paroisse du Bon Secours. À l'époque, c'était le pasteur Daniel Bouissou qui animait ces temps. Et on a eu un vrai coup de cœur amical pour Daniel. Et on lui a demandé donc d'être l'officiant à la célébration de notre mariage en 2015. Sachant que on lui avait demandé avant la décision officielle, puisqu'évidemment, un mariage, ça ne se prépare pas 2 mois avant la date. Donc Daniel a été super courageux parce qu'il a accepté de faire la célébration. Il ne savait pas encore où ça pourrait se tenir, dans quelle mesure il aurait le soutien de sa hiérarchie au niveau de l'Église luthérienne et de l'EPUF. Il a fallu vraiment construire la liturgie de la cérémonie, parce que maintenant, je crois qu'il y a un peu des déroulés, des canevas qui ont été produits, mais 2 mois après le vote, ce n'était pas le cas. Donc, il a fallu être créatif, inventer. Et en fait, au final, on s'est rendu compte qu'au mois de mai, notre bénédiction allait pouvoir se faire de façon officielle. Donc, on était très, très, très contents. Et alors, on n'est pas le premier couple à avoir eu une bénédiction dans le cadre suite à la décision de l'EPUF, mais on est vraiment, en tout cas en région parisienne, je crois bien qu'on est les premières. Voilà. Donc ça a été vraiment un grand moment, c'est vrai, la cérémonie, et puis aussi toute la réflexion préalable, le choix des mots, voilà, qu'est-ce qu'on dit à la place de ça. C'était... on avait un peu l'impression de faire l'histoire. Ça, je pense qu'on peut le dire. De faire partie de l'histoire. Et donc voilà, donc là on est en juillet 2015, on se marie, ensuite on adopte un chat, voilà, classique. On prend un grand appart et assez vite on se dit c'est bon, maintenant il faut qu'on ait des enfants, voilà, on va passer à l'étape d'après. C'était quelque chose qu'on avait toujours eu en tête, mais voilà, comme on est très classique, on s'est dit il faut d'abord se marier. Donc, après, voilà, faire des enfants quand on est un couple de femmes, c'est pas aussi simple et intuitif qu'un couple hétérosexuel. Donc, il a fallu se poser un peu, réfléchir mais comment on va faire, dans quel cadre médical, dans quel cadre
j'allais dire législatif, mais oui, législatif, ou dans quel contexte de protection des uns et des autres, des deux mamans, des enfants. Bon, donc, on a envisagé plusieurs options possibles, coparentalité et PMA, donc procréation médicale assistée. Et c'est cette dernière option qu'on a finalement choisie en allant en Belgique. On est allé donc dans la ville de Gand, qui a... Voilà, bon, on avait fait un petit benchmark des différentes cliniques qui proposaient un accompagnement des couples de femmes pour faire leur famille. Et voilà, pour plein de raisons, on a choisi cette clinique. Alors, bon, tu disais que ça avait été rapide, Juliette. Ça n'a pas été si rapide que ça, hein. Parce que bon, pour faire des enfants en PMA, il y a quand même tout un protocole médical à suivre, à respecter, des analyses qu'il faut faire en France avant, des rendez-vous préalables à la clinique, un entretien avec une psychologue, etc. Notamment pour tout ce qui est réflexion autour du don, autour du donneur. Est-ce qu'on voulait un donneur connu, un donneur inconnu, etc., complètement anonyme? C'est ce qu'on a choisi au final. Voilà, tout ça fait que, avant même de lancer le premier essai, il s'est déroulé pas mal de temps. Et puis ensuite, ça ne marche pas forcément du premier coup. Donc, tout ça fait que Claire-Marine est tombée enceinte en mars 2018. C'est ça, en mars 2018. Voilà, après, c'est elle qui a porté donc, les enfants, puisqu'il s'est avéré qu'il y en avait 2. C'était des jumeaux. Il avait toujours été très évident pour nous que c'était elle qui allait les porter et pas moi. Voilà, c'était très clair. Ça a toujours été très clair. Moi, c'est vraiment pas quelque chose qui me tentait physiquement comme expérience et je me sentais pas, j'avais pas du tout le ressenti, je ressentais pas du tout le besoin d'avoir un lien génétique avec les enfants pour me sentir vraiment mère. Voilà. Après, une fois qu'ils sont là, c'est pas forcément évident de se sentir légitime. Mais en tout cas, c'était mon ressenti à l'époque. Et donc Claire-Marine tombe enceinte, on se rend compte que c'est des jumeaux, donc là, c'est ouh. À la fois, on est super contente, mais on est aussi super angoissée. Parce que on n'avait jamais eu d'enfants avant, et directement 2 enfants, c'était très stressant. En plus, une grossesse gémellaire, c'est compliqué. C'est un suivi médical important. Et bon an, mal an, la grossesse s'est passée et les enfants sont nés donc en novembre 2018. Voilà, donc là, ils ont 2 ans et demi. Et c'est 2 garçons qui s'appellent Henri et Timothée. Et donc, on vit tous les 4 avec toujours le chat à Montreuil, en Île-de-France. Voilà, et notre vie a radicalement changé depuis qu'ils sont là, enfin même un peu avant avec la grossesse. Avant, on était très impliqués dans David et Jonathan, voilà, dans le militantisme, que ce soit LGBT ou un peu écolo, etc. Là, maintenant que les enfants sont là, on est des parents et c'est tout. Voilà, donc c'est très drôle parce qu'au final, on a même plus l'impression d'être lesbienne en fait. On est juste les mamans à la crèche, les mamans chez les pédiatres. On est devenus des parents et notre différence qui était assez forte avant, elle se gomme. Voilà. Parce qu'il y a les enfants et on a vraiment rejoint ce groupe des parents, quoi, tout simplement.
Et on est prise par la logistique d'avoir 2 enfants en bas âge, plus la crise Covid qui se rajoute, plus le travail. Donc, nos implications dans nos différentes associations, et y compris la paroisse, le groupe de prière du Bon Secours, tout ça, ça nous manque, mais on n'a plus du tout l'occasion d'y participer. On suit de loin, mais c'est tout, quoi. C'est tout. Là, on est les mamans de Henri et Timothée à plein temps. Jour et nuit, encore un peu la nuit, malheureusement. Ça marche. Et du coup, vous nous aviez dit aussi que vous les avez fait baptiser, du coup. C'était aussi Oui, dans la continuité de tout le reste, en fait. tout à fait. C'était important pour nous de les baptiser enfants, puisque chez les protestants, on a compris qu'il y avait plusieurs stratégies, baptême adulte ou baptême enfant. Notre pasteur Daniel nous avait dit, ça c'est vraiment une phrase qui m'a plu et que j'ai retenue, c'est le baptême, c'est Dieu qui se penche sur le petit enfant et qui lui fait un bisou sur le front. Voilà, et j'avais vraiment trouvé ça très touchant, et c'est comme ça que je l'ai vécu, avec en plus l'accueil au sein de la communauté, la présentation à la famille. C'est évidemment Daniel qui nous a mariés, qui a fait le baptême des garçons, au même endroit que là où on s'est mariés, donc à la paroisse du Bon Secours dans le 11e. Et là, pour le coup, ce qui est rigolo, c'est quand on préparait la cérémonie avec Daniel, pareil, il y a des temps pour choisir les textes, choisir les chants, etc. Là, au final, on avait notre manuel, on avait le canevas, le déroulé, tout fait. Et pareil, on retombait vraiment dans la normalité, où là, c'était... on baptise les enfants. Alors, il y avait le fait qu'ils soient 2 et que c'était, voilà, fallait un peu adapter, mais c'était un baptême normal, quoi. Voilà. C'est juste que ces petits enfants, ces 2 petits garçons avaient 2 mamans et c'est tout. Et c'est tout, et c'était super. Bon. Il y a juste eu un petit épisode de vomi en plein milieu du baptême qui a un peu compliqué les choses, mais bon. Sinon, c'était vraiment un beau moment. Voilà, donc on leur a choisi des parrains et des marraines. Sur les 4, il y en a un seul qui est protestant. Ça marche. Et tu disais que, sauf si je te coupe et que tu voulais encore ajouter quelque chose, mais sinon je nourris la conversation, hein. Tu disais du coup qu'en fait, à partir du moment où vous êtes devenus parents, il y avait plus, tu sens plus vraiment la différence, parce que c'était une des questions que je me posais. Est-ce que vous sentez que vous avez une différence d'être des parents queer, c'est ce que je les appelle pour rendre ça un peu plus inclusif, mais enfin, ou des mères lesbiennes, tu vois, de dire ça, vraiment, ce qu'on est en train de faire là, c'est différent des parents hétéros, ou est-ce qu'en fait, tu as l'impression que voilà, les problématiques sont clairement les mêmes, en fait, ça change rien. Alors, les problématiques sont les mêmes parce que, voilà, faut les emmener à la crèche le matin, les habiller, gérer les crises, changer leurs couches, les inscrire à l'école, tout ça, c'est vraiment très, très, très commun à tout ce que vivent tous les parents, qu'ils soient queer ou hyper tradis, hétéronormés, etc. Par contre, là où on se dit quand même que notre famille est un peu différente, c'est aussi dans l'ouverture que ça va automatiquement leur apporter. Parce que là, on leur dit qu'ils n'ont pas de papa, qu'ils ont 2 mamans. Pour l'instant, ils ne perçoivent pas, ils ne sont pas... les autres enfants ou le personnel de la crèche, par exemple, il n'y a aucune différence par rapport aux enfants qui ont un papa et une maman. Donc, eux ne le perçoivent pas pour l'instant comme
une différence ou un sujet ou un problème, c'est juste un fait. En fait, pour eux, eux, ils ont deux mamans. Voilà, point. Mais notre situation, après, notre vécu aussi, notre histoire, le fait que, on ait dû se battre pour nos droits, on se soit battu pour les avoir, on ait dû faire, moi, j'ai dû faire tout un dossier d'adoption pour les adopter, parce que quand ils sont nés, c'était pas mes enfants. Ils sont au final mes enfants que depuis assez peu de temps, même si je m'en occupe depuis leur naissance. Hein. Donc tout ce vécu, plus après nos sensibilités aussi, fait qu'on essaye et on va continuer à les éveiller à l'ouverture, à l'inclusivité, la bienveillance. On essaye de mettre en place une éducation, ce qu'on appelle l'éducation positive, l'éducation bienveillante, qui est très, très, très engageante. Parce que c'est plus facile de punir son gosse et de le mettre au coin que d'essayer de lui expliquer, voilà, d'accueillir ses émotions. Mais bon, ça, c'est pas parce qu'on est deux femmes qu'on le met en place, mais en tout cas, c'est quelque chose qui fait partie de notre parcours et qui fait qu'on essaye d'en faire des petits humains bienveillants, ouverts, inclusifs. Et après, bon, on n'a pas encore abordé l'aspect éducation chrétienne ou autre, mais on sait que si déjà on en fait des petits humains ouverts, bienveillants, on aura déjà gagné, en termes d'éducation, quoi. L'aspect de la foi, ça viendra avec peut-être, ou ça viendra pas. Bon, on va pas les forcer, mais déjà on aura gagné, quoi. C'est ça le plus important, et ils hériteront au final de toutes ces valeurs qu'on peut faire vivre au travers de la foi, mais qu'on peut aussi faire vivre simplement en étant des bons petits humains. Et du coup, dans la paroisse, ça n'a pas posé problème du tout. J'ai l'impression que votre paroisse, du coup, c'est une paroisse très inclusive, hein, qu'on pourrait discuter avec notre paroisse à Saint-Guillaume pour ça. Oui. Alors, clairement, ça n'a pas posé problème. Après, c'est une paroisse qui est un peu particulière. C'est une toute petite paroisse où il y avait un intérim de pasteur, où c'était donc Daniel Buissou qui était pasteur. Après, il a pris sa retraite. C'est l'inspecteur ecclésiastique qui a pris la succession. Nous, on n'allait pas très souvent au culte, hein. On allait plutôt au groupe de prière où on avait rencontré un certain nombre de paroissiens et qui étaient super open. Et je me souviens, une des dernières fois où on est allé au culte du dimanche, il y avait le responsable de l'école biblique qui savait bien qu'on était deux femmes, etc., et qui nous disait non, mais surtout, dès que vous avez des enfants, il faut nous les amener à l'école biblique et tout. C'était vraiment très, 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 très bienveillant, quoi. Très bienveillant. Bah ouais, c'est chouette aussi d'entendre ça parce que finalement, Voilà. Et on a de la chance, quoi. Depuis qu'ils ont été baptisés, on n'est pas retourné, hein, parce que déjà, on n'a pas le temps, hein, voilà. Et puis en plus, de toute façon, avec le Covid, les groupes de prière ont été quasiment tous annulés. C'est compliqué. Ouais. Voilà, donc là, on ne sait pas si on retournerait maintenant au culte le dimanche. Déjà, si on reconnaîtrait des gens, et puis parce que je ne sais même pas si le pasteur il n'a pas changé. On ne sait pas en fait. Parce que depuis, en fait, on a déménagé. Avant, c'était une église qui était un peu pas trop loin de chez nous. Là, maintenant, on est à Montreuil. Et à Montreuil, il y a une paroisse protestante, mais on n'y est pas allé encore. Voilà. Ça marche.
J'ai encore quelques questions, mais à la limite, il reste un quart d'heure à peu près. Donc, s'il y a des gens qui sont là avec nous, qui ont envie de poser leurs questions, c'est peut-être le moment de le faire. Que ça soit pas qu'un dialogue, mais que d'autres personnes puissent intervenir si elles le veulent. Clémence, elle réfléchit. Vous pouvez aussi écrire dans le chat, hein, sinon. Vas-y, Clémence. J'entends bien que l'accueil semble aller de soi dans la paroisse, y compris pour les enfants. Mais vous, en couple, est-ce que vous avez déjà discuté de comment présenter Dieu et le Dieu des chrétiens et comment prévenir que, en fait, il peut y avoir des gens qui, au nom de ce Dieu-là, vont dire des choses quand même particulièrement violentes. Comment préparer les enfants à ça? Comment leur parler de Dieu sans... Enfin, voilà. Comment parler de Dieu et comment parler de l'Église aux enfants? Est-ce que vous en avez déjà parlé et quelles étaient les conclusions? Alors, pour l'instant, on n'en est pas du tout aux conclusions. On n'a pas vraiment abordé cette question-là avec les garçons. Ils sont trop petits. Hein. Alors, voilà, on a déjà un peu vaguement effleuré la thématique de la mort. Voilà, le fait que quand la personne meurt, elle va quelque part, voilà, où c'est bien. Mais pour l'instant, clairement, on n'a pas du tout commencé l'éducation à la foi ou autre. Par contre, quand on est allé à la célébration œcuménique là, dans le cadre de la l'IDAO, les garçons sont venus avec nous et on leur a expliqué que voilà, c'était une célébration pour tous se retrouver, chanter, prier. Et on n'est pas rentré plus dans le détail parce qu'on sait que pour l'instant, ils n'ont pas encore la compréhension suffisante. Puis chaque chose viendra en son temps. Après, on va leur expliquer qu'il y a différentes églises, que les gens peuvent prier différents dieux, mais pour nous, c'est le même Dieu à chaque fois. Que pour nous, ce qui compte, c'est de se retrouver au sein d'une communauté dans laquelle on est bien. Et que ce n'est pas d'appliquer absolument un catéchisme X ou Y. Nous, on leur dira, moi, je leur dirai ce que moi j'ai fait, c'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, vous le faites pas ou vous ne le pensez pas, et puis voilà, quoi. Vous pouvez faire votre tri. On ne va pas les élever dans un carcan protestant, ça c'est clair. C'est pas du tout notre ambition. Si on arrive à vivre des moments, des cultes, des célébrations avec eux où on sent qu'ils s'impliquent et que ça leur plaît et que ça leur parle et qu'ils ont une foi qui se développe, on l'accompagnera et ça sera super. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas l'intention de les forcer dans un sens ou dans un autre. On va les mettre aux éclaireurs, quand même. Ça, on y a pensé. C'est bien, c'est une très bonne idée. Clémence et moi, on a fait les scouts. Moi, j'avais une autre question, comme j'en vois pas d'autres apparaître, sur la PMA. Parce que du coup, désolée, c'était pas dans les questions que j'ai envoyées, donc voilà. Mais la question de la PMA, parce qu'effectivement, du coup, pour l'instant, il faut aller en Belgique ou dans d'autres pays pour le faire. Et c'est en grand débat là en ce moment. En France, les écrivains génial. C'est en grand débat en France. Là, en fait, on attend le droit à la PMA pour les couples de femmes lesbiennes et les femmes seules. Et du coup, je me demandais, c'est aussi une question qui est en éthique chrétienne. Alors après, je viens avec mes cours de théologie, peut-être c'est un peu compliqué, mais il y a quand même une question en tant que chrétienne de se dire, est-ce que c'est quelque chose qui va avec ma foi? Donc je me demandais un petit peu quelle était si vous aviez une réflexion là-dessus en tant que chrétienne, qu'est-ce que c'était vos conclusions? J'imagine que c'était possible vu que vous l'avez fait, mais peut-être cette réflexion-là aussi, elle est intéressante, je pense. Ah
nous, enfin moi, la PMA qu'on a fait, c'est une PMA avec donneur. Et donc, par exemple, quand on parle, on ne parle pas du père quoi, ou du papa, on parle du donneur, donc d'une personne qui a fait un don. Et ça, pour moi, bah, c'est complètement compatible avec une éthique chrétienne du don. C'est au contraire une des plus belles choses, c'est le don de la vie. Donc là, il y a cet aspect-là. Après, le fait qu'il y ait un parcours médical, bon, bah, moi, voilà, la science et la foi, c'est pas du tout incompatible. Sur l'aspect un papa, une maman, là, on est très clair sur ça. Hein. Il y a différents types de familles. Il y a des familles où il y a une maman, des familles où il y a un papa, des familles où il y a un papa et une maman, deux papas, deux papas, deux mamans, ça arrive aussi. On connaît des cas à peu près dans tous les types de familles. Et ce qu'il faut, c'est que les parents soient au clair avec les choix qu'ils ont faits et que surtout, ce soit expliqué aux enfants qu'ils n'aient pas de trou noir dans la façon dont ils ont été conçus et dont ils sont aimés, élevés. Et dans la mesure où on leur explique dès le départ comment ils ont été conçus, le projet que leurs parents ont eu, etc., pour moi, il n'y a pas de problème. Nous, on leur explique depuis, alors pas qu'ils sont tout bébés, mais quasiment. Hein, on leur a fait un album photo avec tout le parcours médical, les questions qu'on se posait, qui ont donné lieu au final à leur naissance, pour leur expliquer qu'on est allé en Belgique, qu'il y a un monsieur qui a fait un don, etc., qui n'est pas leur papa. On leur dit bien qu'ils n'ont pas de papa. Voilà, et ça, pour moi, ça va totalement de soi et il n'y a aucun souci de compatibilité avec une éthique, l'éthique tout court ou l'éthique chrétienne. Voilà. Après, il faut aussi réussir à se déconstruire sur la fameuse complémentarité des genres. Hein. Ça, c'est très... ou des modèles genrés. Le papa qui va avoir telle caractéristique, éduquer d'une certaine façon et apporter, répondre aux besoins de ses enfants X ou Y parce que c'est un homme. Et la maman, ça va être une autre façon, répondre à des besoins différents parce qu'elle est une femme, etc. Nous, on n'est pas du tout là-dedans. Nous, on est plutôt dans chaque parent va apporter aux enfants. Il y a la version du père, papa, madame. Je n'ai pas compris. Faut peut-être expliquer après, quand Alexandra a fini, Gwendoline, tu pourras expliquer ton hypothèse. Donc après, voilà. J'expliquerai après. Voilà, je veux bien, parce que je n'ai pas compris. C'est au final le parent, en tant que parent, ce qu'il est au fond ce qu'il est au fond de lui ou ce qu'elle est au fond d'elle, qui va apporter des choses à ses enfants et l'élever. Et c'est pas parce qu'il a des gamètes ou un phénotype ou des habits de type homme ou de type femme que ça va être important. Voilà. Je suis d'accord. Du coup, Gwendoline, c'est quoi que tu nous as écrit dans le chat? Alors, devinez comment m'appellent mes enfants? Et vous aurez la réponse. Ah, papa, madame, du coup? Non, je suis papa, Ah oui, mais au féminin. ah oui. Ah ouais. Bah voilà, c'est encore une autre diversité Ouais. de familles, quoi. Non, mais vous savez, il faut quand même comprendre une chose, c'est que ça ne pose aucun problème. Mm. Parce que moi, je suis représentante au lycée, donc c'est Mme Goetz, et je me présente comme le papa et le père de ma fille. Et ça ne pose zéro problème. Et c'est madame, ouais. 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 Non, mais c'est une convention qu'on a adoptée avec mes enfants. C'est une convention comme une autre.
Ma femme, c'est toujours la maman, hein, ça n'a pas changé. Hein. Et moi, je suis toujours le papa. Voilà. Même si c'est madame partout ailleurs. Ouais. Oui, j'avais oublié, j'avais pas pensé à ce cas de figure, mais Mais il y a d'autres personnes trans qui adoptent la version maman. Donc, ils se retrouvent un peu dans votre cas de figure avec deux mamans. Surtout quand les enfants sont jeunes. C'est plus facile. Moi, mes enfants, ils étaient déjà adolescents quand je l'ai fait. Donc, c'est un peu différent. Donc, on a eu l'occasion de discuter quelles sont les conventions qu'on adopterait. Voilà. Ouais, c'est intéressant. C'est vrai qu'en fait, c'est pas très compliqué, mais il faut amener les choses, quoi. Il faut qu'on sache comment appeler les couples à l'école et tout ça. C'est plein de petites choses qu'il faut régler à un moment, et puis après, normalement, c'est bon. Ou alors les gens font exprès. Mais normalement. Déjà, si c'est clair pour les enfants et que ça va de soi pour les enfants, ça passe beaucoup plus facilement derrière. Il faut quand même dire une chose, dans mon cas de figure, c'est un peu compliqué vu que, comme sur les papiers, c'est madame, ils disent tu vas en parler à ta maman. Et là, ma fille, tout d'un coup, ça ne va plus. Non, papa. Voilà. Ouais. Peut-être comme dernière question, du coup, tu as raconté un peu les difficultés pour la PMA, la question de l'adoption et tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés un petit peu qui sont un peu systématiques, tu penses, pour les couples comme ça qui sont pas hétéros, en fait, pas hétéros, pas cisgenres Ah oui, il y a la partie amont du parcours médical, l'accompagnement gynécologique. Alors, ça sera sans doute réglé quand la loi passera, mais tant qu'elle ne l'est pas, les praticiens qui accompagnent des couples sont dans l'illégalité au final. Donc ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. Ouais. Et du coup, en fait, les gens communiquent des listes de praticiens bienveillants qui acceptent de les suivre sans les juger. Voilà, Claire Marine, le premier gynéco qu'elle a trouvé sur le hasard des pages blanches, il a dit, mais faites donc un enfant avec un père, et puis voilà, on n'en parle plus. Bon, bonjour la bienveillance, quoi. Ouais. Ouais, celle-là, on l'entend de temps en temps. Hein. Voilà. Après, il y a aussi le fait que c'est comme quand on est gay, quand on est LGBT, etc., c'est qu'on doit sans arrêt faire des coming out. Sans arrêt. C'est que, quand on est toutes les deux avec les enfants, les gens, ils finissent par se dire, bon, surtout avec la poussette double, ils se disent, bon, ça doit être deux femmes avec leurs enfants, mais s'il n'y en a qu'une avec un enfant ou deux, il y a toujours la question, bon, et le papa, machin, vous direz ça avec votre mari. Donc, c'est sans arrêt, non, en fait, il y a une deuxième maman, ou voilà, il n'y a pas de papa. Mais ça sera, pour l'instant, en plus, c'est nous qui l'assumons. Et quand ils seront plus grands, ça sera aussi les garçons qui devront l'assumer. Donc, on espère aussi qu'ils seront suffisamment armés et au clair, à l'aise avec la situation pour le dire de façon simple. Non, mais moi, j'ai deux mamans, j'ai pas de papa, et puis voilà. Voilà, c'est pas une difficulté, mais c'est quelque chose de récurrent et qui peut parfois peser quand on a envie de pas forcément de rentrer toujours dans les détails de notre vie, quoi. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, on nous reproche souvent de parler tout le temps de notre sexualité, alors qu'en fait, on est obligé de le faire juste pour que les gens comprennent comment on s'organise dans la vie de tous les jours. En fait, c'est ça C'est vrai que cette question-là, elle revient, quoi. C'est sûr. Voilà. Est-ce qu'il y a le temps pour une toute dernière question, Juliette? Vas-y. Tu conclus. Parce que là, on s'est arrêté sur les difficultés spécifiques, ce qui est super intéressant. Mais j'ai cru entendre qu'il y avait aussi des richesses spécifiques. Par exemple, dans le fait de créer sa propre liturgie de mariage, il y a quand même un effort créatif qui est génial. Et puis, il y a peut-être aussi, comme vous disiez, la sensation d'être dans l'histoire avec un grand H.
Un peu comme si on était les premières personnes à se marier, finalement, ou les premières personnes à avoir des enfants. Oui. Et du coup, voilà, est-ce qu'il y avait aussi... il y a d'autres expériences comme ça où vous vous êtes dit waouh. Bah, pour le coup, le sentiment de l'histoire, c'était vraiment plutôt pour notre mariage. Après, pour les enfants, non, au contraire, c'est plutôt... après, les couples de femmes, ça fait 20 ans ou 30 ans qu'elles font des enfants. Hein. Donc, pouf. Et généralement, c'est rare qu'on soit les premiers couples de femmes avec des enfants que les gens rencontrent. Clairement, quand on a inscrit les enfants à la crèche, ils ont déjà fait 2 crèches. À chaque fois, les directrices, les pros étaient là. On leur disait, bon, voilà, si vous avez des questions sur le fait qu'on soit 2 mamans, etc., faut pas hésiter. Ils étaient là, mais non, on a l'habitude. L'année dernière, il y avait 2 mamans. Dans la section d'à côté, il y a 2 papas. Enfin, et c'est vraiment vrai, il y en a, on est partout. Non, mais il y avait... c'est vraiment une situation à l'école, pareil. Hein, quand on les a inscrits en mai à l'école, parce qu'ils vont faire leur rentrée en septembre. Et la directrice, alors là, ça lui posait... pour elle, c'était une non-question. Au final, ce qui a plus été discuté, c'était c'est des jumeaux, est-ce qu'on les sépare ou est-ce qu'on les sépare pas? Voilà, et là, ça fait plaisir. Voilà. Et alors que au final, toutes ces familles-là, on sait qu'elles ont été créées entre guillemets dans l'illégalité. Donc bon, vivement que la loi passe et qu'on ait une encore plus grande légitimité. Mais globalement, nous, on a très, 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 très peu rencontré de réactions hostiles sur notre famille. Hein. C'est vraiment très, très rare. C'est plutôt de la curiosité et de la curiosité bienveillante. Là, il y a pas longtemps, au square, les garçons jouaient avec un autre petit garçon. Et comme ils s'occupaient bien, on a pu un peu discuter avec la maman. Elle était là, je peux vous poser quelques questions, je ne veux pas être indiscrète, mais bon, vous avez fait comment alors? Vous avez été en Espagne, en Belgique, enfin, c'était de la curiosité bienveillante. Alors Clémence demande encore, ce sont des catholiques pratiquants ou catholiques de culture, vos familles? Plutôt... Alors, de mon côté, plutôt catholique de culture. Du côté de Claire-Marine, plutôt catholique pratiquant. Et d'ailleurs, clairement, avec sa famille, surtout ses frères et sœurs, c'est difficile. C'est difficile, ouais. Ouais. De mon côté, mes parents, parce qu'ils sont âgés, etc., ont mis pas mal de temps à l'accepter, mais maintenant, ils n'ont aucun souci avec ça. Mon frère, alors lui, pour le coup, il est agnostique, voilà. Donc pour lui, il n'y a aucun souci. Par contre, effectivement, la plupart de mes beaux-frères, mes belles-sœurs, ouais, c'est très compliqué et les relations avec eux sont distendues, voire rompues, quoi. Oui. Ouais. Moi, chez les protestants, il y en a qui sont allés à la manif pour tous en 2013. Et oui. Donc ça, c'est vrai que c'est un aspect qui est compliqué, qui est difficile. Et pour le coup, l'arrivée des garçons n'a pas amélioré les choses. Non. D'accord. Bon, comme je disais, les protestants, c'est l'utero-réformé, ça va, mais c'est vrai que tous les protestants ne sont pas plus... c'est un peu triste parfois. Mais, bon. Mais ça avance. C'est vrai que cette loi, là, c'est vrai que c'est surprenant qu'elle ne soit pas encore passée, hein, parce que c'est vrai que, en fait,
des enfants nés par PMA, il y en a tellement, c'est dingue que moi, en fait, il y a encore quelques années, je croyais que c'était passé, et en fait, c'est là en grandissant que je me suis dit, ah, mais en fait, non, c'est-à-dire que tous ces couples que j'ai vus quand j'étais ado, en fait, ils l'avaient fait illégalement, mais moi, je pensais que c'était normal, quoi. Il y en a plein qui pensent que en fait la loi est passée, hein. C'est ça. Il y a seulement nous qui sommes un peu au courant du dossier, qui sachons que bah non, en fait, non, toujours pas, non, c'est encore en énième relecture. Ouais. Seulement nous et la manif pour tous. Hein. Oui, bah, eux aussi, ils le savent. Mm. Super. Bah, c'est l'heure. S'il n'y a pas d'ultime question super importante, on va laisser les gens retourner à leur vie, surtout qu'il y en a peut-être qui retournent travailler. Oui. C'est un petit peu la pause midi, donc voilà. Je reste encore un tout petit peu, il faut qu'on voit comment on arrête cet enregistrement, mais Alexandra aussi, si tu as besoin d'y aller pour le travail, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup Merci d'avoir à pris vous. ton temps. Merci de votre invitation et de votre écoute. Ça nourrit le programme, c'est encore quelque chose je suis d'autre, ravie. et c'est vraiment gentil d'être venu. Voilà.